Nouveau rendez-vous politique sur la chaîne au cœur de nos défis. Vous êtes bien dans votre émission Surface de vérité. L'invité du jour, c'est un homme de poigne, disent ses partisans. Il s'est très vite engagé aux côtés de la rébellion de septembre 2002 en Côte d'Ivoire. Entre lui et l'ancien chef rebelle et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, c'est désormais le divorce. C'est Kanigui Mamadou Soro, président du RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, et député ivoirien que nous recevons ce soir. Bonsoir, monsieur Soro. Oui, bonsoir, cher ami. Proche de Soro, vous avez été emprisonné par le régime Ouattara pour trouble à l'ordre public et atteinte à la sûreté de l'État. Vous pensez toujours avoir été accusé à tort? Mais bien évidemment, je ne me reproche rien. C'est évident. Donc, je pense que ma mise en liberté provisoire atteste de ce que les enquêtes sont pour le moment en ma faveur. Mais il s'est bien passé quelque chose, non, à l'époque? Pardonnez? Il s'est bien passé quelque chose à l'époque, non, contre le régime Ouattara? Oh, bah écoutez, s'il y a eu quelque chose, moi je ne suis pas au courant, je ne sais pas grand-chose de ce qui a pu se passer. D'accord. Vous avez été libéré en septembre dernier et contre toute attente, vous tournez le dos à Guillaume Soro. Liberté contre trahison, c'est donc le deal entre vous et le RHDP? Oh, deal non, trahison non. Bon, écoutez, je suis un acteur politique qui s'est engagé librement, qui fait le choix politique, non pas en fonction de mes propres frustrations, de mon vécu, mais par rapport à l'intérêt de notre pays. Au moment où je suis libéré, le contexte ivoirien appelait à un soutien aux institutions de la République. C'est ce que j'ai fait. Parce que quand je sors, on est à la veille des élections présidentielles, et il y a visiblement une conspiration monstre contre les institutions. J'ai cru bon d'apporter mon soutien aux institutions de la République, notamment au chef de l'État. Il n'y a pas eu de deal en vérité entre vous et le pouvoir pour votre sortie, parce que l'impression que ça donne aujourd'hui, c'est que pour les proches de Guillaume Soro, on vous sort de prison et tout de suite vous tournez le dos à Soro. Écoutez, bon, pour ceux qui me connaissent très bien, ils savent que je ne sais même pas dealer. Moi, je ne deal pas, je dis les choses telles que je les sens, telles que je les vois. Il n'y a pas eu de deal entre Guillaume Soro et moi pour que je suive Guillaume Soro. Donc, il ne peut pas y avoir de deal entre moi et quelqu'un d'autre quand je quitte Guillaume Soro. Je suis libre de mes choix. D'accord. Je sors de prison et c'est de la prison que je sors pour dire qu'il faut soutenir Alassane Ouattara. C'est vous qui le dites. Le RACI a donc soutenu Ouattara. Pourquoi? Parce que comme je vous le dis, le contexte de la période préélectorale en Côte d'Ivoire appelait à un soutien aux institutions de la République. Je vous informe que je suis le président fondateur du RACI et dans les textes du RACI, il est inscrit qu'il faut que le RACI apporte son soutien à la consolidation des institutions de la République. C'est ce que nous avons fait quand nous avons senti l'État menacé, quand nous avons senti que surtout un certain nombre de dangers guettaient notre société à nouveau, notamment la question ivoiritaire, la haine tribale. J'ai pensé qu'il fallait que je sois en phase avec le combat que je mène depuis 30 ans, d'ailleurs auprès de même Alassane Ouattara, et je n'ai pas trouvé d'inconvénient à lui apporter mon soutien, parce que cette année, les élections présidentielles ont montré clairement que la haine ne s'est pas extirpée de la société ivoirienne, et nous avons encore du chemin à faire pour extirper cette haine de notre société. En ce qui me concerne, principalement, mon combat, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays uni, débarrassé de toutes sortes d'exclusions,
Et tant que ce phénomène va persister, je pense que mon ego ne compte pas. Ce qu'il faut faire, c'est le choix de l'intérêt général. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que le RACI a fait. Et en quoi le discours de Guillaume Soro était un discours d'exclusion, un discours ivoiritaire? Jusqu'à présent, je n'ai pas dit que Guillaume Soro a tenu un discours ivoiritaire, mais je dis que le contexte appelait à soutenir les institutions de la République. Ce que je sais, c'est qu'au moment où je lançais l'appel, Guillaume Soro avait été écarté de la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Bon, dès lors que le Conseil constitutionnel a invalidé sa candidature, je vous rappelle que la candidature de Guillaume Soro a été investie par le RACI. Donc, on ne peut pas dire que le RACI n'a pas joué son rôle, mais dès lors que le Conseil constitutionnel a délibéré et a tranché, et que les institutions étaient menacées, je pense que le RACI, en tant qu'organisation politique, Soro Kanidi, en tant qu'acteur politique, ne pouvait pas rester en reste de cette situation. Il fallait forcément appeler à soutenir donc les institutions, à soutenir le président. D'ailleurs, même je vous informe que ça fait l'objet de différents débats téléphoniques entre Guillaume Soro et moi-même. Mais c'est le jeu démocratique, non? Pourquoi vous pensez forcément qu'il fallait choisir le camp du pouvoir en place? Mais c'est vous-même qui le dites, vous dites que c'est le jeu démocratique. Donc à partir de ce moment, on ne peut pas nous reprocher d'avoir aussi soutenu le président, c'est aussi le jeu démocratique. Vous aurez pu soutenir les institutions en restant dans l'opposition. Comme on peut soutenir les institutions en soutenant le président. C'est le jeu démocratique. D'accord. Et pourtant, vous dites que vous êtes allé en prison pour rechercher l'alternative politique. L'alternative pour vous, c'était Guillaume Soro et non Ouattara. Bien évidemment, quand je créais le RACI, l'alternative c'était Guillaume Soro à partir du moment où on pensait tous, y compris Ouattara lui-même, qu'en 2020, Ouattara ne serait pas candidat. Je pense que Guillaume Soro lui-même ne s'imaginait pas en train d'affronter Ouattara en 2020. Donc, à partir du moment où, en 2020, la classe politique ivoirienne montre que l'alternative elle-même n'existe pas, en réalité, c'est ça. À partir de ce moment-là, il faut soutenir les institutions. Je vous rappelle qu'il y a, à part Kakabe, il n'y a pas eu d'autres opposants qui aient affronté Ouattara. Donc, pour nous, Ivoiriens, soit tu te mets dans un schéma illégal de combat dans une période électorale, soit tu te mets du côté de l'État. Alors, quand tu te mets du côté de l'État, les deux candidats qui étaient en face, il y avait le candidat Alassane Ouattara et il y avait le candidat Kakabe. Vous convenez avec moi que des deux, le président Alassane Ouattara est vite choisi par la grande majorité des Ivoiriens. Pour les autres acteurs politiques, personne n'était candidat. Mais moi, j'ai décidé, avec le RACI, de ne pas rentrer dans un schéma illégal, de participer au jeu démocratique, comme vous le disiez tout à l'heure, et des deux candidats qui étaient restés, c'est Alassane Ouattara que le RACI a voulu soutenir démocratiquement. Et non, on ne le regrette pas. Et vous aviez dit à l'époque que le pouvoir RHDP avait tout orchestré pour empêcher Guillaume Soro d'être candidat à la présidentielle. Ben, finalement, c'est ce qui se réalise, non? Et avec vous comme complice. Oui, si Guillaume Soro n'a pas été retenu, mais à partir du moment où il n'a pas été retenu, il nous appartenait de nous organiser pour avoir un processus électoral correct. Mais si Guillaume Soro, que j'ai soutenu hier, n'a pas voulu rester dans le jeu, dans le processus, avec le soutien et la complicité du reste de la classe politique, pour moi, il fallait à partir de ce moment faire un choix entre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Puisque c'était une manœuvre. C'était de soutenir le président.
Il ne s'est pas mis dans l'illégalité. Il y avait comme une sorte de manœuvre orchestrée pour l'empêcher justement d'être candidat. C'est ce qu'il pense. À ma connaissance, le président Guillaume Soro a appelé à l'insurrection de l'armée. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il lui a été demandé de quitter la France. C'était dans la période, vous vous souvenez. Alors, nous, au RACI, on a décidé de ne pas rentrer dans ce processus. On peut tout dire des décisions du Conseil constitutionnel, mais du moment où le Conseil constitutionnel a rendu une décision, soit on décriait cette décision et puis on restait en dehors du processus, ou alors on décrit cette décision en soutenant un des candidats opposés aux institutions, ou alors, comme nous on l'a fait, on décide de soutenir les institutions. Ce que je vous rappelle ici, mon frère et ami Guillaume Soro, quand sa candidature a été, invalidée, candidature investie par le RACI, il a choisi la voie de l'appel à l'insurrection. Et il a demandé à l'ensemble de la classe politique de ne pas aller aux élections. Bon, à partir de ce moment, nous, le contexte change totalement. Et nous avons choisi au RACI de rester dans la normalité, en restant dans le processus, en regardant, en faisant un choix entre les deux candidats qui étaient face à face. Nous avons choisi Alassane Ouattara. C'est ce qui explique donc le désapparentement entre le RACI et GPS, Génération et Peuple Solidaire, de Guillaume Soro. Oh, ben écoutez, pour ceux qui connaissent la petite histoire, ils savent que depuis 2014, il y a un gros différent sur la vision organisationnelle entre Guillaume Soro et moi. Et tout le monde le sait. C'est parce que je ne veux pas, moi, parce que j'ai quitté Guillaume Soro, venir sur les antennes, dire ceci ou cela. Mais, cher ami, depuis 2014, Guillaume Soro lui-même, à travers ses canaux de communication, a clairement indiqué qu'il y avait un gros différent entre nous concernant la démarche, concernant l'organisation. Et vous pouvez vous renseigner. Donc, la question du choix pendant le processus est une question qui est venue s'ajouter. Sinon, déjà, on savait très bien que sur beaucoup de questions, on ne s'entendait pas, on ne se comprenait pas très bien. Alors, un autre fidèle parmi les fidèles de Guillaume Soro, tous les deux vivaient d'ailleurs en exil en France, c'est bien Alphonse Soro, on l'a appris aussi, président de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Lui aussi lâche Guillaume Soro, des trahisons apparemment orchestrées quand même, non? Pour fragiliser Guillaume Soro. Bon, ça peut peut-être être considéré comme des trahisons pour certains, mais peut-être qu'on peut aussi s'apercevoir que Guillaume Soro lui-même a un souci. Parce que je tiens à vous informer que depuis la rébellion à ce jour, ce n'est pas que Alphonse Soro et Kanigé Soro. On peut citer beaucoup de personnes. Celui-même qui a invalidé la candidature de Guillaume Soro était des anciens compagnons de Guillaume Soro, je vous rappelle. Alors, donc, ne citez pas Alphonse Soro et Kanigé. Et si toute cette liste qui est de plus en plus en train d'être un cahier, peut être considérée comme étant la liste des hommes qui ont trahi, à partir de ce moment, on doit pouvoir sérieusement se poser des questions sur le leadership de Guillaume Soro lui-même. Alors, tourner le dos à Guillaume Soro, oui, mais de façon élégante. Est-ce que vous étiez obligé d'aller au RHDP comme allié, je veux dire? Le mot élégant, est-ce qu'il signifie de ne jamais aller au RHDP? Si tel est le cas, alors ce n'est pas élégant. Mais si le mot élégant ne veut pas dire d'aller au RHDP, alors je ne vois pas de problème, moi. Voilà, nous sommes là. Je vous rappelle que Guillaume Soro a été d'abord le filleul de Laurent Gbagbo. Ensuite, il est devenu le filleul d'Alassane Ouattara. Après, il est devenu l'enfant d'Henri Konan Bédié. Et puis aujourd'hui, il fait cavalier seul. À l'heure où je vous parle, il est en conflit avec le reste de la classe politique de l'opposition. Donc alors, je ne comprends pas bien. Si on doit parler d'élégance politique,
je ne pense pas que dans ma petite histoire d'homme politique, j'ai eu un tel parcours. D'accord. En vérité, que valait le RACI au sein de la galaxie GPS? Si le RACI ne valait pas grand-chose, ça n'aurait pas fait, notre départ n'aurait pas fait autant de bruit. Je pense que le sel ne se dit pas salé, mais les uns et les autres savent ce qu'est le RACI en Côte d'Ivoire. Alors, depuis ce revirement, vous êtes contesté hein, au RACI également. Il y a eu de la dissidence, non? Avez-vous encore la base du parti? Ce qu'on va rappeler, c'est ce qu'ils ont dit, mais je pense aussi qu'ils ont d'abord parlé d'institution du président. Mais à l'heure où on vous parle, ils ont créé notre organisation pour ce dont vous parlez. S'ils avaient vraiment la base du parti, je pense que je ne serais pas le président du RACI aujourd'hui et vous ne serez pas en train de m'interviewer. On entendra donc de mesurer la force du RACI aux prochaines législatives, je crois en mars prochain. Quelles sont vos ambitions pour ces législatives justement? Oh, écoutez, le RACI a décidé de soutenir le président Alassane Ouattara. Nos candidatures, nous les avons formulées sous l'étiquette RHDP. Et avec le RHDP, nous avons décidé de rafler le maximum de postes à ces élections législatives. Je peux vous garantir que nous aurons au-delà de 170 députés au minimum. Nous sommes en train de travailler à cela. Je compte mettre toute mon énergie à la disposition du président de la République avec le RACI, avec le RHDP, pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays définitivement apaisé, débarrassé de tout concept d'exclusion et ivoiritaire. Face à une opposition qui s'organise quand même, qui fait des alliances, pensez-vous pouvoir justement aider le président Ouattara à avoir ou à consolider sa majorité présidentielle? Au moins, cette opposition, au moins après avoir boycotté la présidentielle, est revenue à de meilleurs sentiments. Et cette opposition qui hier ne reconnaissait pas Alassane Ouattara subitement va à des élections législatives qu'Alassane Ouattara organise. Je pense que le peuple ivoirien saura choisir entre la cohérence et autre chose. Ça veut dire que c'est une opposition républicaine, non? Ok, Dieu merci. Ça veut dire que mon soutien à Alassane Ouattara est un soutien républicain. Alors, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition dit vouloir s'assurer justement la majorité absolue au Parlement pour reconstruire l'état de droit en Côte d'Ivoire. C'est quand même une opposition qui pèse lourd, non? Bon, écoutez, il faut une opposition qui pèse lourd, oui. Et puis, il faut une opposition surtout responsable. De toute façon, le 6 mars, c'est dans quelques jours. On saura qui est majoritaire en Côte d'Ivoire. Au moins, si cette opposition n'a pas participé à la présidentielle, qu'elle participe aux législatives, pour une fois, la communauté internationale et l'opinion publique nationale saura qui est majoritaire en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est intéressant dans les élections qui viennent. C'est là on verra la vraie force du RHDP. Seulement, tout comme c'est là qu'on verra la force des autres opinions. Et je tiens à indiquer que d'autres ont décidé de ne pas aller à ces élections aussi. Hein. Bon, je ne sais pas si on pourra mesurer les forces, mais on verra. D'accord. Bon, l'opposition dit vouloir justement reconstruire l'état de droit en Côte d'Ivoire. C'est quand même un problème essentiel aujourd'hui, non? Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème d'état de droit en Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé autour donc, de la présidentielle? Il y a un sérieux problème d'état de droit, c'est vrai, parce que si on a en Côte d'Ivoire des acteurs politiques qui sortent du processus électoral pour créer une structure comme le comité, un comité de transition, qui est un comité totalement illégal, on est vraiment dans une problématique de l'état de droit
Et donc, il est important que les ensembles des acteurs politiques s'en préoccupent. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, la question de la réconciliation, c'est un objectif majeur hein, du quinquennat du président Ouattara. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Kouadio Kona-Bertin, qui a participé donc, à la présidentielle face au président Ouattara, a été nommé ministre en charge de la réconciliation nationale justement. Comment vous appréciez déjà ce choix? Le président est le seul qui apprécie ce choix. Chose comme on appelle le président Ouattara connaît l'ensemble de la classe politique ivoirienne, il connaît mon frère Kouadio Kona-Bertin. S'il l'a choisi, c'est qu'il lui fait confiance et il a entièrement mon soutien. Le plus important, c'est que les Ivoiriens soient réconciliés. Je peux vous dire que depuis plusieurs années, Kouadio Kona-Bertin se bat pour obtenir cette réconciliation et je pense que le président a bien perçu sa volonté de contribuer à la réalisation de ce grand chantier. Je pense qu'à lui seul, il ne pourra pas. Il faut que l'ensemble des acteurs politiques puissent l'aider à réussir cet élément-là. C'est là aussi un signe majeur donc, de la dynamique de changement générationnel en cours en Côte d'Ivoire sur votre scène politique? Bien évidemment. Bien évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce qui concerne le changement générationnel, ce n'est pas forcément le choix des individus, mais ça doit pouvoir se traduire aussi au niveau des décisions, au niveau du renouvellement de la classe politique, au niveau des partis politiques. Parce que tant que les partis politiques continuent d'être dirigés par des gens qui ont 90 ans, 95 ans, 85 ans, je ne pense pas que la seule volonté du chef de l'État puisse aboutir au changement générationnel. Parce qu'à l'état actuel des choses aujourd'hui, par exemple, si le président de la République décide que l'âge, par exemple, la limite d'âge revienne à 60 ou à 70 ou à 75 ans, imaginez-vous tous les partis politiques qui sont dirigés par des personnes qui ont au-delà de 80 ans. Bon, on fait comment? Donc, le changement générationnel n'est pas seulement au niveau institutionnel. Il faut qu'il soit aussi la préoccupation de l'ensemble de la classe politique. En ce qui concerne le chef de l'État, il fait son effort. Je pense qu'après les législatives, ces différents choix nous permettront d'avoir une plus grande lisibilité sur sa volonté de rajeunir ses collaborateurs ou pas. Kouadio Kona-Bertin peut-il véritablement réconcilier les Ivoiriens? Kouadio Kona-Bertin à lui seul ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. Mais Kouadio Kona-Bertin veut réconcilier les Ivoiriens et ça, c'est déjà le plus important. Je pense qu'il est sincère, il a la volonté, il a la confiance du chef de l'État et ça, c'est ce qui est déjà important. Maintenant, pour le reste, n'importe quel Ivoirien vous allez choisir, tant que les autres ne sont pas dans de bonnes dispositions d'esprit, on ne peut pas le réaliser. La preuve, depuis plus d'une décennie, on recherche sans succès cette réconciliation nationale. Alors, Kouadio Kona-Bertin lui vient à peine d'être nommé. Je vous informe que de 2002 à 2010, on a aussi vainement recherché cette réconciliation nationale avec d'éminents cadres de ce pays. Alors, donc, le problème n'est pas Kouadio Kona-Bertin. Le problème, c'est est-ce que l'ensemble de la classe politique ivoirienne veut aller à la réconciliation nationale? Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ce qui est important, le chef de l'État a senti en Kouadio Kona-Bertin la volonté de contribuer à la réconciliation nationale. C'est ce qui est déjà important. Réconcilier les Ivoiriens, ça passe aussi par le rétablissement du dialogue entre le président Ouattara et Guillaume Soro, non? Oh oui, mais pourquoi pas? Je pense qu'il y a un dialogue qui est enclenché, suivant son cours. Mais je pense que Ouattara, en tant que président de la République, organise l'État, organise le jeu démocratique. J'observe que le GPS a boycotté les législatives à venir avec comme principal motif la non-reconnaissance du pouvoir de Ouattara.
GPS a produit un communiqué pour dire qu'il ne reconnaissait pas Alassane Ouattara comme président de la République. Alors, question, en quelle qualité Alassane Ouattara ira vers Guillaume Soro pour lui dire viens, on va construire la réconciliation nationale si Guillaume Soro et GPS ne le reconnaissent pas. Donc, ça ne dépend pas que de Alassane Ouattara, mais ça dépend aussi de Guillaume Soro. GPS, Génération et Peuple Solidaire, vous pensez qu'il signe là son arrêt de mort en ne participant pas à ces législatives? Ouf, je ne souhaite pas qu'il meure. Je souhaite qu'il vive pour voir l'avenir. Et comment vous voyez justement l'avenir politique de Guillaume Soro aujourd'hui? Ouf, je ne suis pas un devin, mais je l'ai déjà dit à certains de vos confrères, c'est un frère. C'est pour ça que si ce n'est pas avec vous que je m'ouvre un peu, c'est une polémique dans laquelle jusque-là, je préfère ne pas rentrer dedans. Ce que je souhaite, c'est que le Guillaume Soro revienne auprès du président, discute avec le président, que Guillaume Soro vienne prendre sa place dans le jeu politique ivoirien. Moi, je pense que c'est important. Guillaume Soro a beaucoup donné à la Côte d'Ivoire. Ça, je le dis, il faut que je le répète. Guillaume Soro a beaucoup donné à la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a soutenu Alassane Ouattara en des moments difficiles. Et Guillaume Soro ne peut pas continuer sur cette mauvaise pente actuelle pour ne pas parachever sa brillante carrière politique. En tant que Kanigui Soro, j'ai parfois mal d'observer cette situation et je souhaite que le dialogue soit rétabli entre les deux. Ça, c'est mon plus grand souhait, tout comme je souhaite que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Sa place en Côte d'Ivoire, ce n'est pas à l'étranger. C'est ce que je souhaite pour Blé Goudé. Pour moi, il faut que les Ivoiriens aillent à la paix pour que la Côte d'Ivoire de demain soit un pays apaisé qui se construit. Alors, un gouvernement d'union nationale après les législatives, vous allez y entrer, non, si on vous fait appel? Oh, écoutez, si chaque rêve devait se réaliser pour être au gouvernement, on aurait des milliers de ministres. Moi, je ne dors pas avec ça dans la tête. Avant, je n'avais jamais espéré être un jour député. Aujourd'hui, je le suis. Je n'avais jamais pensé que j'allais être président de parti politique. Je le suis aujourd'hui. Si demain, Kanigui Soro doit être ministre, il n'y a pas de souci. Si Kanigui Soro n'est pas ministre, Kanigui Soro peut servir ailleurs. Si Kanigui Soro n'a pas d'emploi, Dieu merci, mes parents ont de la terre, j'ai un village, j'irai m'asseoir au village et je ne regretterai pas. Parce que là aussi, parlant justement de changement générationnel sur la scène politique, parce que j'imagine que les Ivoiriens aspirent aussi à cela, est-ce que dans ce sens-là, vous n'auriez pas pu justement rester dans l'opposition politique pour continuer à animer cette scène politique? Non. Moi, j'ai été un des fervents, j'ai été un des fers de lance de la jeunesse du RDR. Et à un moment donné, c'est encore moi qui ai pensé qu'il fallait que je me mette en retrait pour éveiller les consciences sur un certain nombre de choses dans ce pays. Mais le contexte, il évolue. La situation est évolutive dans notre pays. Et aujourd'hui, je pense que la meilleure des choses, c'est de rassurer nos aînés. Je l'ai déjà dit. Mon rôle, c'est de revenir auprès du président Ouattara, être à son école, comme je l'ai fait hier d'ailleurs, le sensibiliser sur les grandes attentes de ma génération. Parce que, chers amis, disons-nous la vérité, notre génération, nous voulons le pouvoir, c'est vrai. Mais pour ceux qui sont actuellement en enfant, apparemment, nous ne sommes pas bien prêts. Donc, ce que je suis en train de dire clairement, je pense que ce n'est pas en faisant la guerre avec Laurent Gbagbo, en faisant la guerre avec Alassane Ouattara,
en faisant la guerre avec Henri Konan Bédié, que notre génération sera apte à diriger la Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut changer de méthode pour aller de l'avant. Moi, j'ai décidé de changer d'orientation, j'ai décidé de revenir auprès du président Ouattara pour apprendre. Quand il estimera que nous sommes prêts, il pourra nous aider. Mais à l'intérieur de la famille, je serai plus à l'aise pour lui dire aussi ce que ma génération attend de lui dans les années à venir. Oui, vous parlez tout à l'heure de discours ivoiritaires, de discours d'exclusion. On a appris à travers la presse ivoirienne justement qu'un frère de Sidiki Konaté a du mal justement à se faire accepter dans une localité en tant que candidat aux législatives. J'ai vu ça dans la presse moi aussi. Pour le moment, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais ça ne fait que confirmer ce que je vous ai dit tout à l'heure en vous disant qu'on a un sérieux souci de discours en Côte d'Ivoire, qu'il faut redresser ça à tous les niveaux. Je ne dis pas que c'est seulement dans le cadre de l'opposition. Et je pense que notre société a besoin d'extirper un discours de haine, un discours d'exclusion. C'est à tous les niveaux, frère. D'accord. Au Burkina Faso également, on a un ministre en charge de la réconciliation nationale qui n'est autre que l'ancien chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré. Vu de la Côte d'Ivoire, comment vous appréciez cette entrée de la principale figure de l'opposition au gouvernement? Oh, c'est une très bonne chose. Ça montre que le dialogue avance bien au Burkina. Mais ce qui a facilité aussi les choses au Burkina, je pense qu'au Burkina, il n'y a pas eu de conseil de transition mis en place par l'opposition. Ça a accéléré les choses. Je tiens à indiquer aussi que, tout comme en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a choisi son principal adversaire à la présidentielle pour être aussi ministre de la réconciliation nationale. Zéphirin n'est autre que le KKB du Burkina Faso. La différence, c'est que KKB n'a fait qu'accompagner en vérité le président Ouattara pour légitimer ses élections. Vous dites? La vérité, c'est que KKB, la différence justement avec Zéphirin Diabré, c'est que KKB a accompagné le président Ouattara pour légitimer justement ses élections, la présidentielle, je veux dire. Non, ben, j'aurais souhaité que vous ne fassiez pas cette injure à KKB. C'est un acteur politique qui vous dit qu'il n'y a pas eu de deal entre Zéphirin et le président, comme on appelle burkinabé, et qui vous dit qu'il y a eu deal en Côte d'Ivoire entre KKB et Alassane Ouattara. C'est ce que pense... Est-ce que vous voulez insinuer par là? Est-ce que vous êtes en train de m'insinuer que le processus au Burkina a été plus démocratique qu'en Côte d'Ivoire? Pas du tout, c'est ce que disent les opposants ivoiriens. Ils pensent qu'en vérité, KKB est parti pour légitimer cette élection présidentielle. C'est pas moi qui le dis. Moi, je ne suis pas le porte-voix de l'opposition ivoirienne. Moi, je suis un acteur politique qui dit les choses telles que je les vois. On décrit une situation. Je vous rappelle que Zéphirin a été candidat, je suppose. Je ne suppose même pas qu'il a été candidat contre le président Kaboré. Il est devenu, après les élections, ministre de la Réconciliation nationale. KKB a été le seul opposant qui a accepté d'aller contre Ouattara. Il est devenu le ministre de la Réconciliation nationale. Si d'autres avaient accepté d'aller aux élections, peut-être que KKB n'aurait même pas eu cette opportunité, ça serait quelqu'un d'autre. Donc, ce sont les mêmes tableaux. Donc, on ne peut pas dire, vous surtout en tant que journaliste, vous ne pouvez pas dire que KKB, lui, il a accompagné comme s'il était corrompu. Ben, dans ces conditions, quelle est la différence entre Zéphirin et KKB? Comment objectivement vous le démontrez? Est-ce que vous étiez là quand ils signaient leur deal? Je relais ce que dit l'opposition politique, justement. Ce n'est pas mon opinion, pas du tout. D'accord. Bon, l'opinion de l'opposition en Côte d'Ivoire n'est pas la vérité d'évangile. D'accord, c'est compris. Alors, on va donc vers les législatives. Véritablement, quelle est votre ambition politique après ces législatives? Où est-ce que vous allez avec le RACI?
Le RACI est dans un processus de dialogue avec le RHDP. Nous sommes en train de franchir les étapes. Nous allons aller à un bureau politique très bientôt pour regarder toutes ces questions. Je ne veux pas, en tant que président, venir dire ici ce qui va se passer à l'occasion de ce bureau politique. Mais ce que vous devez savoir clairement, c'est qu'en tant que président, je vais travailler avec le RACI à vraiment consolider le président Ouattara et à faire en sorte que le RHDP et le RACI soient le même bloc dans les années à venir. Voilà le projet principal du président du RACI que je suis. Pour le reste, en tant qu'individu, je vais à ces élections législatives que je pense que je vais gagner. Si j'ai beaucoup d'adversaires, je ne crois pas, mais que je vais gagner. Mais après, le plus important, ce sera de me battre pour que mes populations puissent bénéficier du développement, puissent bénéficier d'un certain nombre de choses qu'elles attendent depuis plusieurs années du président Ouattara. Donc, après les législatives, mon principal projet, c'est d'aider mes populations à bénéficier du bitume, à bénéficier d'une préfecture, et puis bien d'autres choses. Voilà. Pour le reste, attendons de voir. Un combat aussi pour ceux qui sont restés en prison, non? Vos camarades qui sont toujours en prison. Ça, c'est pas un projet. Ça, je me bats tous les jours. D'ailleurs, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux. Ils ont même dit que je faisais de la surenchère. Mais j'estime que mon rôle, c'est justement auprès du chef de l'État de lui expliquer certaines choses pour qu'il puisse accepter d'affranchir mes frères, mes compagnons d'infortune. Je n'ai pas besoin de dire ici quelles sont les démarches que je fais dans ce sens, mais ça, ce projet-là, ça ne peut même pas attendre après les législatives. Chaque jour que je me réveille, le plus grand souhait, c'est de voir affranchir les uns les autres, tout comme je l'ai dit, je souhaite que Guillaume Soro revienne en Côte d'Ivoire, que Laurent Gbagbo, que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire, que Alassane Ouattara puisse tranquillement diriger la Côte d'Ivoire pour aider la Côte d'Ivoire à sortir de la pauvreté. Kanigui Mamadou Soro, président du RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Merci, nous sommes en fin d'entretien. Je vous remercie, cher ami, et bonne journée à vous. Merci, merci. Je recevais donc pour vous Kanigui Mamadou Soro, il est le président du RACI, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur BFM. Bonsoir.